Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier, faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Alors nous sommes toujours dans la 7e saison du podcast, saison pour laquelle j'ai souhaité avoir un regard prospectif sur l'entreprise de demain. Intelligence artificielle, soft skills, parcours collaborateur, mode de travail, management, leadership forcément, puisque c'est mon cœur d'expertise. On va balayer tous ces sujets. Et on a d'ailleurs bien commencé à les balayer avec des professionnels DRH, des dirigeants et des auteurs. J'ai la chance pour cette saison d'avoir un partenaire de choix, 365 Talents, un partenaire visionnaire dans la spécialité et le monde des compétences. Alors plus qu'un outil, ils offrent un mix unique de technologies de pointe, de conseils stratégiques, de gestion des projets RH, pour redéfinir la façon dont vous identifiez, entretenez et faites grandir les talents au sein de votre entreprise. Avec leurs partenaires, plutôt en partenariat avec leurs clients, ils construisent des organisations basées sur les compétences et créent un monde de travail plus transparent, plus inclusif, plus tourné vers l'avenir, où chaque individu a le pouvoir de façonner son parcours professionnel. Et vous savez combien ça me tient à cœur. Alors pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Coralie Delfos. Coralie est directrice du développement et de la transformation RH à la Caisse nationale de l'assurance retraite. Ça vous dit peut-être quelque chose, puisqu'il y a 1 an à peu près, j'ai eu la chance d'avoir déjà Jérôme Friteau, qui est DRH de cette même institution. Coralie partage aujourd'hui avec nous, est venue au micro, pour partager ces réflexions stratégiques qu'ils ont menées avec leur réseau de DRH sur les 5 prochaines années. Donc vous voyez qu'on est au cœur de la thématique de la saison. Ils ont exploré comment la fonction RH peut soutenir la transformation des services et de l'organisation tout en intégrant les enjeux sociaux et sociétaux. Ils ont vraiment à cœur cette notion de symétrie des attentions, c'est-à-dire on souhaite personnaliser, on souhaite améliorer la relation avec l'assuré. Comment est-ce qu'en parallèle, on va personnaliser, améliorer la relation avec le collaborateur? Comme Coralie avait beaucoup de choses à partager, et que j'aime faire des épisodes courts, je vous propose notre échange en 2 épisodes. Dans le premier épisode, la semaine dernière, que je vous encourage à écouter si ce n'est pas fait, Coralie détaille leur réflexion sur l'impact du nouveau rapport au travail, le rôle du management et la demande d'exemplarité en RSE. Cette semaine, Coralie revient sur l'évolution du cadre du travail et le défi de la complémentarité entre l'humain et la machine. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon épisode. Alors Coralie, on se retrouve pour la 2e partie de ton interview. Rebonjour Delphine, du coup. Rebonjour, voilà. On a abordé, donc on essayait on avait pris comme angle, on essayait un regard prospectif sur l'évolution à la fois de l'expérience collaborateur et du management dans les 5 ans dans l'entreprise. On a parlé des travaux que vous avez fait avec tous les DRH de la caisse assurance retraite. C'est bien ça, je me mélange pas les noms. De l'assurance retraite. Assurance retraite, voilà. Je mélange les deux, là, ça y est. Avec tous les DRH de l'assurance retraite, vous avez réfléchi à quelles sont comment les questions sociales et sociétales, même, venaient impacter la fonction RH. Donc, on a évoqué 2 premiers éléments juste dans l'épisode précédent, d'accord, que je vous propose d'écouter. Maintenant, on va évoquer les 2 derniers. Et on a beaucoup. Tu as parlé de l'importance du cadre, d'avoir un cadre facilitant et sécurisant. On a parlé aussi des injonctions paradoxales en fait auxquelles il fallait, sur lesquelles qu'on avait constamment et avec lequel le manager devait naviguer.
Voilà. Donc maintenant, est-ce qu'on peut reprendre là? On va continuer à essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut avancer d'ailleurs, on parle des injonctions pour les managers, mais je pense que pour les personnes au RH, c'est extrêmement assez compliqué. Donc, comment est-ce qu'on peut continuer à naviguer? Donc voilà. Donc, quels sont les deux éléments suivants que tu veux aborder avec nous et comment on va naviguer là-dedans? C'est dommage qu'on n'ait pas une vidéo parce que j'aurais pu vous montrer des posters justement que nos équipes ont fait avec une fresque, etc., qui aurait complètement permis d'avoir en plus le visuel qui va avec. Est-ce qu'ils sont en ligne, ces posters? Je ne pense pas. Je ne sais pas s'ils sont accessibles, s'ils sont diffusables. Je pense pas que je pourrais mettre une photo dans les notes du podcast, mais mais bon, en tout cas, mais c'est pas grave parce qu'ils ont tellement bien fait ça qu'on peut très vite les raconter ces posters. Oui, donc par rapport à ce qu'on s'est dit déjà la dernière fois, c'est vrai qu'il y avait un autre constat qui était en bruit de fond et ça fait écho aussi à ce que j'ai pu dire dans l'épisode précédent en introduction de cette question de l'instabilité de l'environnement de travail qui se meut très vite et qui génère une forme de sentiment d'anxiété, je dirais, et qui bouscule aussi notre façon de travailler. Dans des organisations, on a l'habitude de prévoir, planifier, structurer des processus. On voit aujourd'hui que ça bouge très rapidement et donc la question de finalement comment on réagit à ça et comment on arrive à l'appréhender de manière à ce que ce soit plus vu comme une opportunité finalement qu'une source d'angoisse et je ferai le lien tout de suite après avec la quatrième tendance qui est finalement la question de l'intelligence artificielle. Et donc là-dessus, on a vraiment un axe de travail qui évidemment est majeur, qui est la question de l'accompagnement des projets métiers, où finalement, en fait, c'est vraiment chaque projet vient s'accompagner de diverses actions, en tout cas d'une forme d'offre de service, notamment RH, qui va venir porter ces projets-là. Si je prends évidemment la casquette RH, mais de manière un peu plus globale, c'est aussi côté manager. Comment, en tant que manager, finalement, j'apprends à être dans une posture qui n'est pas le contrôle ou la mesure permanente, mais être dans une logique où je vais finalement venir adapter ma posture, ma réponse, apprendre à revenir en arrière, apprendre à expérimenter, à se dire on essaye, on teste, on se plante, c'est pas grave. Et ça, pour le coup, c'est une vraie, c'est une culture qu'on peut retrouver dans certaines organisations, mais qui nécessite une forme d'honnêteté intellectuelle qui est à développer, c'est-à-dire d'apprendre à dire ok, là on s'est planté, qu'est-ce qu'on en tire en fait comme conclusion, comment on rebondit par la suite, et puis aussi d'apprendre à fêter les succès. Moi, je viens d'une organisation avant où on avait ce qu'on appelait un mur du positif. Alors, on savait très bien se dire ce qui allait pas, mais on savait aussi très bien se dire ce qu'on adorait chez nous et ce qui fonctionnait super. Et je pense que c'est les deux doivent fonctionner de pair quand on veut, à mon avis, développer une culture de l'expérimentation et je dirais un peu plus de l'inspiration dans un monde où, en effet, ça bouge de plus en plus rapidement. Et puis, ce cadre de travail sécurisant qui revient, hein, je pense que ce sera de toute façon le fil rouge de tous nos échanges. Mais comment on fait en sorte finalement d'arriver à prévenir la santé mentale aussi à certains endroits, comment on arrive à adopter une logique différenciée avec ce traitement plus équitable qu'égalitaire de manière à s'adapter. Et c'est là où il y a en effet la posture du manager en proximité et je pense qu'en tout cas à l'assurance retraite, on essaye entre guillemets de leur faciliter la vie en cadrant beaucoup de dispositifs en négociation, notamment avec nos organisations syndicales côté caisse nationale, de manière à ce qu'après, finalement, on ait une forme de cadre global qui permette d'aller vers la personnalisation plus aisément aussi pour un manager en fonction de contraintes qu'ils peuvent prendre. Et même dans les dispositifs qu'on propose, d'un point de vue typiquement, si je prends de l'organisation du temps de travail, la semaine en 4 jours, c'est pas pour tout le monde en réalité. C'est une partie de salariés qui va être intéressée par cette formule-là parce qu'ils ont tel ou tel enjeu, là où d'autres, en fait, la formule dérogatoire à 3 jours de télétravail par semaine, s'ils rentrent dans les critères, en fait, ce sera plus favorable pour eux. Ils auront plutôt tendance à se diriger vers ce dispositif-là. Donc, on a un cadre global qui permet déjà de dire
en fait, on a des leviers pour personnaliser et le manager, entre guillemets, a moins besoin de se poser un certain nombre de questions parce qu'on a des formules où chacun s'y retrouve à peu près, avec toujours, évidemment, dès lors qu'on cadre au niveau global, l'intérêt qui est porté, nous, à notre échelle, de se dire qu'on fait en sorte que ces dispositifs ne nuisent en effet pas au collectif, ne nuisent pas à la mission de service public, et ça, c'est un moteur qui, évidemment, est central. Ouais, donc en fait, tu as dit quelque chose d'important sur lequel je voulais m'arrêter parce que il y a beaucoup de doctrine parfois là-dessus, mais vous innovez dans pas mal de formes, de travail en fait, de temps de travail aussi. Et comme tu l'as dit, c'est pas pour tout le monde. Et ça, je pense que c'est ce qui m'a beaucoup plu dans votre approche, que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en fait de se dire, on va être agile, on va pouvoir jouer avec différents systèmes, mais on ne va pas imposer un système puisqu'en fait, selon la particularité de l'équipe, parce qu'en plus vous avez quand même des métiers très différents, selon le profil, etc., c'est pas forcément toujours le bon. Et en ça, je trouve ça intéressant et courageux parce que je pense que c'est beaucoup plus complexe, qu'on va dire, que de poser quelque chose pour tous, etc. Et par rapport à ce que tu disais que ça allait l'aspect cadre sécurisant allait être beaucoup dans nos échanges. Il faut pas oublier qu'en fait aujourd'hui il y a un tel stress à l'extérieur de l'entreprise par rapport à l'actualité, par rapport à l'économie, par rapport aux enjeux politiques, qu'en fait l'entreprise, on a vu beaucoup pendant le Covid et c'est encore plus vrai maintenant, est vraiment un endroit où on vient aussi pour trouver cette forme de cadre sécurisant. Et donc il y a à la fois pour l'entreprise, c'est important parce qu'on a parlé de pouvoir exprimer dans l'épisode précédent sa vulnérabilité, exprimer sa singularité, mais ses vulnérabilités aussi qui on est. Mais je pense que c'est aussi quelque chose. Enfin, je pense pas. J'observe que c'est aussi quelque chose d'important parce que c'est un endroit où on a envie de se dire qu'on est à peu près assuré de ce qui va se passer. Voilà, d'où l'importance d'ailleurs, encore une fois, d'où le poids sur les managers d'être capable de relayer une vision, quelque chose, une intention, un endroit où on veut aller pour qu'on ait un peu ce cadre. Mais je crois que ça c'est vraiment important par rapport à ce que tu évoques et tu as évoqué les impacts sur la santé mentale. On en a parlé l'épisode d'avant et ça je pense que c'est très important. Tu as d'autres choses à dire sur cette troisième tendance ou est-ce qu'on passe à la quatrième? Non, mais juste peut-être pour compléter ce que tu évoques, en fait, on en revient à cet outil managérial qui est de base, mais qui n'est pas si commun, qui est de se parler. C'est clair. Et ça demande une maturité de part et d'autre parce que souvent on cible sur le manager. Mais on le voit, hein, nous, chez nous, ça demande aussi aux collaborateurs d'évoluer sur certaines questions et d'apprendre à dialoguer. Je pense que c'est ça l'enjeu finalement de demain et ça reflète bien encore une fois la tendance sociétale. C'est apprenons-nous à nous parler, à nous dire sincèrement les choses en respectant l'autre en face parce que finalement, tout à chacun, on a nos contraintes, nos peurs, nos anxiétés et c'est comment on dialogue finalement avec tout ça. Oui, et entre professionnels, c'est-à-dire que parfois, il y a aussi une petite déviance, c'est qu'on part un peu trop comment dire, il y a un peu trop cette tendance voilà, les collaborateurs ont voulu ramener beaucoup d'eux-mêmes, avec le télétravail aussi, ils ont du mal à faire la séparation entre la vie pro, vie privée. Et donc, savoir se parler, mais savoir se parler aussi et se respecter en tant que professionnel et tout d'un coup que, même si le personnel, bien sûr qu'on peut le partager quand il est nécessaire, nous restons dans un cadre professionnel. Ça, je pense que c'est aussi un curseur qui est pas neutre parce que parfois aujourd'hui on perd un peu la frontière et les repères et c'est pas et peut-être que ça ne facilite pas non plus toujours ce dialogue en fait. Mais ouais, fondamentalement c'est le sujet. Et c'était quand même le sujet de mon mémoire au CELSA il y a 25 ans. Comme quoi, en fait, on parle de nouveautés, mais finalement, le sujet du dialogue, ça reste. Mais c'est le vrai dialogue. Et d'ailleurs, Coralie, un truc qui m'avait impressionnée, parce que au début des entreprises libérées, je suis allée en rencontrer énormément pour essayer de comprendre ce qui se faisait, etc. Et un jour, j'étais en entretien avec une DRH, je me suis dit, mais ce qu'ils font, c'est fabuleux, etc. Et je lui dis, quel est votre seul regret? Elle me dit, c'est qu'on n'a pas libéré la parole. Je me suis dit, oups! S'ils ont mis tout ça en place, mais qu'ils n'ont pas libéré la parole, je sais pas s'ils l'ont pris dans le bon sens. Alors après, franchement, je restais très admirative de ce qu'ils faisaient, c'est pas du tout évident. Mais parfois, on veut tellement faire plein de choses qui sortent, adopter des nouvelles mesures, etc., qu'on oublie
les fondamentaux sans lesquels en fait il est difficile, parce que tu as parlé aussi de comment dire, de tenter des choses, d'expérimenter. Donc s'il n'y a pas un dialogue, c'est compliqué en fait. Il y a beaucoup de jugement quand il n'y a pas de dialogue. Et donc dans ces cas-là, on se sent pas, voilà, on est loin du cadre sécurisant. La quatrième tendance que tu voulais évoquer, c'était l'intelligence artificielle. Ouais, alors je vais prendre le sens plus large du terme, les technologies au sens plus large, mais oui, l'intelligence évidemment en fait partie. Alors même si on en est en réalité au balbutiement, parce que se pose plein de questions, notamment quand on a des jeux de données comme nous on a à traiter, qui sont quand même sensibles, mais il est évident qu'on aura besoin d'accompagner les métiers dans cette mutation-là de l'intelligence artificielle. Je dirais à deux égards. La première, c'est de s'interroger déjà dans quelle mesure ça bouleverse nos métiers, et donc dans quelle mesure finalement on arrive aussi avec les richesses humaines qui sont parmi nous à aussi engager le mouvement, à les emmener avec nous dans la barque, et ça c'est évident qu'on le fera et qu'on y prêtera une grande attention. La question de comment finalement on apprend aux personnes aussi à utiliser l'intelligence artificielle quand on en viendra à l'avoir à disposition de manière plus large, parce que finalement l'intelligence artificielle n'est qu'un outil parmi tant d'autres, et je pense qu'aujourd'hui on n'en tire pas encore tous les bénéfices parce qu'on n'est pas encore très bon à mon avis dans l'usage. Donc ça c'est vraiment un point sur lequel on mettra particulièrement l'accent. Et puis il y a quand même des questions qui se poseront avec l'intelligence artificielle. Moi, je dis, alors c'est plus une réflexion personnelle en l'occurrence, mais moi, une vraie interrogation que j'ai, notamment quand je vois la complexité de certains métiers chez nous, c'est la question de l'apprentissage avec l'IA. Parce que l'IA, elle va quand même globalement sur des tâches qui sont plutôt simples, plutôt rébarbatives d'une certaine manière, mais qui pour autant avaient leur utilité dans un processus d'apprentissage en réalité. Et donc il y a vraiment cette question qui se pose sur la question de l'intelligence artificielle, de comment on va réussir finalement à aussi faire monter en compétence les personnes, comment on va réussir à aussi finalement faire pivoter peut-être des personnes dont peut-être tout ou partie des compétences seront potentiellement obsolètes. Comment on va de manière connexe aussi prévenir l'usure professionnelle peut-être, parce que les tâches simples qui n'ont pas beaucoup de coûts cognitifs, elles ont quand même l'avantage de nous reposer de temps en temps aussi dans des activités qui sont de plus en plus challengeantes et de plus en plus complexes. Voilà, toutes ces questions-là qui peuvent un peu se poser, et je pense qu'on aura matière à y répondre dans les années qui vont venir, même si là on en est, je pense, encore peut-être au démarrage. Alors écoute, c'est amusant parce que je l'interview juste après toi, Samuel Durand, qui vient de faire un documentaire justement sur l'impact de l'intelligence artificielle, et le titre c'est en fait alors j'ai un trou sur le titre forcément, mais bon c'est lié ça apporte des réponses. Ça apporte pas toutes les réponses, parce que en fait je pense qu'il y en a beaucoup qu'on n'a pas, mais ça apporte des réponses un peu sur ce que tu interroges, puisqu'il y a un chercheur anglais, si je me trompe pas, qui évoque le fait justement que au contraire l'intelligence artificielle va permettre de développer les apprentissages beaucoup plus rapidement, à condition bien sûr qu'elle soit traitée de manière vertueuse. Après, ce que j'entends dans ton point, et donc je vais prendre la question et je la reposerai à Samuel, ce que je prends dans ton point, c'est quand même cette idée que l'apprentissage, c'est aussi le chemin. Et que, en fait, l'intelligence artificielle peut nous amener, et c'est très juste dans ce que tu dis là, à s'intéresser à la fin du voyage, en fait, et pas au chemin. Et donc, en fait, se dire comment est-ce que je fais ça et pas comment est-ce que j'apprends à faire ça. Et c'est déjà un problème qu'on a aujourd'hui, je pense, avec l'immédiateté de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on n'apprécie plus le chemin. Et c'est marrant parce que ce matin, je lisais un post de Marie-Robert, Philosophie Sexy, si tu la connais, qui est une philosophe, et qui faisait un post là-dessus en expliquant justement que pour les Chinois, la vie était un processus, alors que pour nous, c'était une fin. Enfin voilà, on s'intéressait à la finalité. Et ça, je pense que c'est une vraie question, parce qu'on est en train de perdre ça, et ça va continuer à le faire perdre. Et la deuxième chose par rapport à ce que tu disais, tu évoquais le fait que certaines tâches, effectivement moins complexes, en tout cas
le mérite de nous reposer au niveau cognitif. Mais j'ai envie de dire, pour des gens qui expérimentent comme vous, peut-être qu'il faudrait reposer le cognitif en proposant du manuel. C'est-à-dire, pourquoi pas sur ton temps de travail. Tu sais, récemment, j'étais avec un dirigeant qui me dit, mon enjeu, c'est pas de réduire, de passer à 4 jours. Mon enjeu, c'est de permettre à mes collaborateurs d'avoir plus dans leur semaine de travail de temps pour faire autre chose que leur travail. Donc contribuer à des associations, contribuer. Alors lui, il était assez là sur l'aspect impact, si tu veux, RSE. Mais j'ai envie de te dire, ça pourrait être apprendre à cuisiner, ça pourrait être de la poterie. Enfin, les gens adorent. Maintenant, on se met au tricot, etc. Et peut-être que tant mieux si l'IA nous libère ce temps et nous permet, plutôt que se dire, je vais faire une faible charge connective, je vais colorier Excel ou je vais faire 3 mails, de se dire, je vais couper l'écran et je vais faire autre chose. Je vais ouvrir un livre, voilà, par exemple. Donc voilà. Non, mais parce qu'on, en fait, on voit bien qu'on a un besoin de ce retour au manuel. On voit bien qu'on est tout écran partout dans notre vie. Et voilà. Donc ma suggestion, c'est celle-là, tu vois, par rapport à ce que tu disais, ça pourrait être intéressant. La question se posera quand même de cette allocation du temps gagné entre guillemets et de qu'est-ce que ça vient en effet apporter à la mission de service public ou au collectif en effet de manière plus indirecte, et peut-être que de nouveaux métiers se réinventeront. Je sais pas, hein, moi j'ai pas du tout la boule de cristal, mais la question chez nous, on a là j'ai parlé des métiers retraite, des personnes qui traitent plus je dirais des dossiers de retraite, mais on a tout un pan d'activité qui est sur l'action sociale qui est la prévention du bien vieillir, etc. Le temps qu'on passera auprès de nos assurés qui sera peut-être différent avec cette dimension de relation client qui s'ouvre. J'ai aucun doute sur le fait que la valeur ajoutée entre guillemets de l'être humain sera repositionné naturellement au bon endroit plutôt que sur en effet quelque chose aujourd'hui finalement, oui, ça nous repose le cerveau, mais entre guillemets ce n'est pas ce qui apporte de la valeur au service que l'on rend. Oui, mais moi j'entendais ton point quand même qui n'est pas négligeable, qui est si ça nous amène sur des tâches qui sont nécessairement plus exigeantes en termes d'intellect, c'est comment, parce que effectivement, si tu écoutes les neuroscientifiques, si je me trompe pas, on est en capacité d'avoir le cerveau allumé à 200% que 4 heures par jour. Donc, ça veut dire, à challenger, mais on est vraiment sur un nombre d'heures très très faible. En tout cas, c'est pas 8 heures, donc il me semble que c'est 4 heures. Donc, de se dire, voilà, c'est juste que tu posais une question qui pour moi en ouvrait une autre, et de dire si on devient dans une situation d'hyper-efficacité, comment est-ce qu'on va repenser le temps de travail? Et là, pour moi, service public ou pas, c'est plus la qualité de ton service, c'est le fait d'être capable de fournir le travail aussi intense qu'il doit être. Et finalement, est-ce qu'il faut pas ramasser? C'était un peu la réflexion de base des 4 jours, hein, de dire est-ce qu'il faut pas ramasser, voilà. Mais j'ai pas la réponse. C'est une question ouverte. En plus, on ne sait pas exactement comment tout ça va évoluer, etc. Mais c'est intéressant d'ouvrir des questions. Ouais, c'est clair. Non, tout en restant assez observateur et en voyant comment les choses vont évoluer. C'est clair. Donc voilà. Merci beaucoup Coralie pour tout ce que tu as partagé avec nous. Merci à toi, Delphine. Merci, à bientôt. Merci Delphine, à bientôt. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.